Salut, c'est David Kimvudi Katambayi et je suis chez Expérience pour parler de cet élan de pensée que je prône à travers mon essai philosophique intitulé Le traité sur le responsabilisme de Kim. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Ok, merci. Bienvenue. Bonjour, bienvenue d'Expérience. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro exceptionnel consacré à un courant philosophique contemporain développé par David Kim. Le responsabilisme de Kim, présenté dans son œuvre intitulée Traité sur les responsabilismes de Kim. Au cours de cet épisode, nous mènerons une conversation approfondie autour de plusieurs sujets tels que la conscience humaine, les fondements de ces courants philosophiques, ses origines intellectuelles, ses valeurs centrales et également ses applications concrètes dans la vie quotidienne. Nous chercherons à comprendre l'impact que cette philosophie ambitionne d'avoir sur les individus et sur la société actuelle. Nos échanges graviteront autour de la personne du penseur, de la philosophie en général et de son courant en particulier. Voilà, la première question, elle est simple. Pouvez-vous nous décliner votre identité? Bien sûr, d'emblée, en prenant la parole, je commencerai d'abord par te remercier pour cette belle opportunité que tu m'offres. Question de parler un peu autour de cet élan de pensée que je prône à travers mon essai philosophique, comme tu l'as dit, intitulé Le traité sur le responsabilisme de Kim. Et je m'en veux aussi saluer toutes ces personnes qui me reconnaîtront à travers tes ondes. Et pour toutes celles qui ne me reconnaîtront pas, permettez-moi de me présenter à vous. Je suis David Kimvudi Katambayi. Je suis congolais de père et de mère. Je suis ancien pensionnaire du Collège Notre-Dame du Congo. J'ai poursuivi mon parcours académique à l'Université protestante au Congo, où j'ai approfondi mes connaissances en droit, plus précisément en droit économique et social, pour enfin postuler à un master professionnel en management public à l'École nationale d'administration. Mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus me présenter à vous sous ma casquette de chercheur en philosophie, Ok. parce que j'estime que c'est plus dans cet aspect de choses que la conversation avancera. Ok, d'accord. Mais en fait, qui est Kim au-delà du nom? L'homme, le penseur et le parcours. Ok, c'est une très belle question. Merci Strong pour cette question. En réalité, Kim, ce n'est que le diminutif de mon nom de famille, Kimvudi, comme je me suis présenté un peu plus haut. Kimvudi, c'est un nom d'origine Congo qui veut tout simplement dire ce que j'ai. Alors, c'est à partir du collège que mes camarades ont commencé à m'appeler par ce nom. Et vous remarquerez même que dans tous les milieux que je fréquente, l'on me reconnaît beaucoup plus par le nom de Kim que par celui de Kimvudi ou de David. Ok. Mais en réalité, en général, Kim n'est que cet alter ego qui pense souvent un peu différemment aux autres, qui réfléchit souvent sur des questions qui touchent à l'existence de l'homme et ce qui est de sa situation réelle. Et j'essaie toujours de le partager, de partager le fruit de ma réflexion avec les autres. D'accord. Ah, très bien. C'est très bien. Quand on veut vraiment entrer dans le bain, tu viens d'écrire un ouvrage intitulé Les traités sur le responsabilisme de Kim. Mais avant d'entrer en profondeur, j'aimerais à ce que l'on puisse parler de la philosophie en général. Bien évidemment, Strong, c'est une très belle question parce que cette question permettra à toutes ces personnes qui nous suivent d'abord de comprendre de manière générale la philosophie et de la comprendre particulièrement à travers des différents auteurs, des différents grands penseurs et finalement la comprendre selon moi de manière personnelle. Alors, en partant de la définition la plus élémentaire que n'importe quel élève de n'importe quel établissement éducatif pourrait donner de la philosophie. Alors, de manière élémentaire, la philosophie est la recherche rationnelle de la vérité et du sens de l'existence humaine. Elle consiste à interroger le monde, l'homme, ses actions afin de mieux comprendre la réalité et orienter sa conduite. Plusieurs philosophes célèbres l'ont défini de leur manière. Nous avons par exemple la définition de Platon qui pense que la philosophie est une élévation de l'âme vers la connaissance du vrai.
Aristote, de son côté, l'a défini comme la science des premières causes et des principes. Et Descartes aussi l'a défini comme la recherche méthodique de la vérité par la raison. Personnellement, moi, je définis la philosophie comme bien plus qu'une simple façon de penser. Pour moi, elle est tout un art de vivre. La philosophie, pour moi, elle est fondée sur une méthode rigoureuse qui permet d'analyser sa réalité et de trouver des solutions concrètes à des problèmes quotidiens. D'accord. Donc, Ok. la philosophie n'est plus une chose abstraite, mais elle devient une chose qui transforme réellement la vie au quotidien. Ah, d'accord. Quels philosophes t'ont vraiment marqué dans ton acheminement intellectuel, bien sûr? Ouais, c'est d'autant plus une bonne question parce que j'ai mobilisé plusieurs grands penseurs dans mon ouvrage, dans mon essai philosophique, Ok. le traité sur le responsabilisme de Kim. Mais en outre, ces philosophes que je mobilise qui posent un peu les fondements de mon élan de pensée, il y a un philosophe, Arthur Schopenhauer, son célèbre ouvrage L'aphorisme sur la sagesse dans la vie. En fait, c'est un monsieur qui développe une pensée lucide et perspicace une pensée lucide et perspicace sur le bonheur, la souffrance et la responsabilité individuelle. Ok. Sa capacité à analyser la condition humaine sans illusion, mais avec profondeur et avec lucidité, comme je le disais, a fortement influencé ma façon de voir un peu la philosophie. Donc, en dehors de ces grands penseurs que j'ai mobilisés à travers mon essai, et en outre Arthur Schopenhauer qui a beaucoup influencé ma façon de voir certaines questions de la vie. Il y a aussi un grand esprit congolais, Monsieur Manjolo, à travers son ouvrage La puissance, peint un modèle de société congolaise qui fait vraiment la promotion de l'intelligence. Ok. Et ce sont vraiment des personnes qui m'inspirent beaucoup dans mon élan de pensée. D'accord. Parlons au responsabilisme. Qu'attend-on par le responsabilisme de manière générale? Oui, c'est une bonne question parce que ça nous permettra, avant d'aller en profondeur en ce qui concerne le responsabilisme de Kim, c'est déjà de poser le cadre classique de cet élan de pensée. Et en parcourant même mon essai, je définis le responsabilisme comme cadre classique de mon élan de pensée parce que le responsabilisme, en réalité, c'est quoi? C'est juste un courant de pensée inspiré de plusieurs grands penseurs occidentaux. Ok. Ce courant de pensée consiste à remettre l'homme au centre de la responsabilité. Ça veut dire que la responsabilité demeure principalement centrée sur la dimension. Bon, c'est ce responsabilisme classique demeure souvent centré sur la dimension postérieure à l'acte. Ça veut dire que c'est dans cet élan de pensée qui est le responsabilisme classique, l'on veut que l'homme soit responsable de ses actes, qu'il soit responsable des actes qu'il pose dans la société. Ok. Et c'est déjà un cadre classique qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai essayé de révisiter avec mes connaissances et ma préhension et ainsi que ma perception de certaines choses. Vraiment. Ok, mais dites-nous un peu, qu'est-ce qui distingue spécifiquement le responsabilisme de Kim par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure? Oui. En réalité, le responsabilisme de Kim, c'est une extension ou une systématisation de ce principe-là de responsabilisme. Ok. Le responsabilisme de Kim, un peu différemment au responsabilisme classique, ce responsabilisme-là opère un déplacement conceptuel fondamental de la responsabilité qui quitte l'après-acte pour commencer au niveau du processus décisionnel même du choix. Donc, ce qui veut dire que l'homme devient responsable non pas de l'acte qu'il pose, mais du processus même
décisionnel du choix qui le conduit à poser l'acte. Donc, je fais carrément un déplacement de la responsabilité, de l'après-l'acte au processus décisionnel du choix. Vraiment. Et c'est un peu haut, hein? Est-ce que... Et si je peux d'ailleurs renchérir concernant le responsabilisme de Kim, la thèse centrale du responsabilisme de Kim, et celle-ci, je cite, la responsabilité ne commence pas dans la sanction ou l'assomption de conséquences, mais dans la rationalité consciente du choix préalable. Donc vous remarquerez que cette perspective rejoint aussi l'intuition d'Hannah Arendt, selon laquelle le mal moral résulte fréquemment d'une absence de pensée critique. L'irresponsabilité, dans le sens du responsabilisme de Kim, apparaît ainsi comme la défaillance ou une défaillance de la raison avant d'être une faute morale. Ok, en fait, quels sont ces fondements théoriques et conceptuels? Parce qu'il faut quand même essayer de nous éclaircir un tout petit peu pour que ceux qui suivent, en fait, les auditeurs, je sais que la plupart de nos auditeurs ou auditrices n'ont peut-être pas goûté à la philosophie, mais il faudrait nous donner un peu les fondements théoriques et conceptuels de ta philosophie, de ta pensée. Oui, merci pour cette très belle question parce que ça nous permettra justement de montrer sur quoi se fonde le responsabilisme de Kim dans sa méthodologie rigoureuse dans la recherche de la vérité. Parce que, comme on l'a défini un peu plus haut, la philosophie, c'est cette recherche de la vérité à travers une méthode rigoureuse. Alors, le responsabilisme de Kim n'en fait pas exception parce que il se fonde sur 3 grands courants qui sont le suivant, le rationalisme, l'empirisme et le stoïcisme. Alors, vous remarquerez que le responsabilisme de Kim repose sur la convergence de ces 3 grandes pensées, de ces 3 grandes traditions philosophiques. Du rationalisme, il retient que la responsabilité est d'abord un exercice de la raison, exigeant l'analyse rigoureuse, anticipation des conséquences érigées de l'impulsivité. Donc, dans le responsabilisme de Kim, une personne responsable, parce que, comme je l'ai dit bien avant, le responsabilisme de Kim déplace la responsabilité de l'après-l'acte au processus décisionnel du choix. C'est-à-dire c'est au niveau du choix que s'opère la responsabilité. Et cette responsabilité-là doit tenir compte du rationalisme. Parce que alors là, je renvoie un peu les gens lire le rationalisme comme un courant philosophique. Vous remarquerez que c'est un courant de pensée qui fait la promotion de l'intelligence, de la raison. Ça veut dire la capacité de l'homme à trouver des solutions à ses problèmes en utilisant la force de son cerveau. Donc, c'est-à-dire une étude approfondie de son milieu, l'anticipation de tous les scénarios possibles, et c'est ainsi qu'un homme responsable, avant de poser l'axe au niveau de son choix, doit tenir compte du rationalisme, c'est-à-dire faire une étude approfondie de son milieu, anticiper les conséquences avant de choisir. Et en plus du rationalisme, le responsabilisme de Kim se fonde aussi sur l'empirisme. Alors l'empirisme, c'est aussi un courant philosophique, un peu comme le rationalisme, sauf que pour l'empirisme, la solution ou la vérité est recherchée en utilisant tous ses sens. Là où le rationalisme utilise le cerveau, l'empiriste utilise tous les sens disponibles pour l'emmener à comprendre son milieu. Donc vous remarquerez que cet élan de pensée qui place la responsabilité au niveau du choix, en s'appuyant sur une étude approfondie à travers le raisonnement, le cerveau a aussi besoin de s'appuyer sur une étude approfondie à travers tous les sens de l'homme. Ça veut dire à travers tous tes sens, tu dois connaître le milieu qui t'environne, tu dois connaître ton environnement. En fait, c'est là où le responsabilisme épouse le réel, la connaissance réelle de son environnement.
Et finalement, le responsabilisme se fonde aussi sur le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est simplement ce courant de pensée qui admet que tout ce qui ne dépend pas de nous, l'on ne peut pas avoir la main mise dessus. Mais ce que l'on peut faire, c'est de contrôler nos réactions. Et le responsabilisme qui fait la convergence entre le rationalisme, l'empirisme, enrobé par le stoïcisme, nous permet justement d'être des personnes avec une maîtrise de soi. Pour comprendre que lorsque l'on pense à faire des choix, on doit réfléchir efficacement à ces choix, on doit anticiper les conséquences, on doit faire ces choix en tenant compte de la réalité, de l'expérimentation, tout en sachant que l'on ne maîtrise que ce qui est à notre portée. D'accord. En fait, là vous êtes vraiment dans la théorie, mais dites-nous un peu quelles sont les applications sociales concrètes dans la vie quotidienne. Théoriquement parlant, vous avez donné beaucoup d'éléments et vous avez cité de grands philosophes, mais dites-nous, ces applications sociales, aujourd'hui, si quelqu'un veut s'approprier de ta démarche, qu'est-ce qui va retenir en fait par rapport à votre pensée, à votre mouvement? Oui, en ce qui concerne l'application sociale du responsabilisme, en parcourant mon essai philosophique, le traité sur le responsabilisme de Kim, vous remarquerez que j'opère une division bidimensionnelle de la responsabilité. Premièrement, c'est sur le plan individuel, la responsabilité sur le plan individuel, et deuxièmement, la responsabilité sur le plan collectif. Okay. Donc vous remarquerez que l'homme en tant qu'un être qui vit en groupe, en société, doit comprendre que sa responsabilité se trouve à deux niveaux. D'abord au niveau personnel où il doit faire des choix qui le concernent lui, tout en sachant que ces choix peuvent impacter sur la société, et l'ensemble de toutes ces responsabilités individuelles font ce qu'on appelle la responsabilité collective. Et le responsabilisme de Kim, justement, essaie aussi de poser les bases de ces deux responsabilités au niveau individuel, en replaçant toujours la responsabilité au processus décisionnel et non seulement à l'assumption de ces actes ou des conséquences de ces actes, et ce qui permettra à l'homme individuellement d'être réfléchi, rationnel et maître de soi. Et en ce qui concerne la responsabilité à son niveau collectif, ça permettra justement une société responsable, très citoyenne et qui pose des actes en faveur du bien-être commun. En fait, j'aimerais assez que c'est un peu de nous éclaircir un tout petit peu. Vous savez, c'est la philosophie. Tout le monde peut-être n'aura pas l'occasion de comprendre certains termes. Mais si tu veux expliquer au Congolais lambda, à un Congolais lambda, comment est-ce que tu peux définir les responsabilismes de Kim et comment l'appliquer dans son quotidien? Oui, je comprends parfaitement cette question parce que, vous savez, souvent, l'on aime bien mystifier certaines choses pour rien. Comme je l'ai dit plus haut, j'ai défini la philosophie de manière élémentaire, de manière académique, comme on nous l'a enseigné à l'école. Je l'ai défini aussi selon certains grands penseurs, mais j'ai chuté en la définissant selon ma compréhension. Et vous remarquerez que dans ma compréhension, je ne me suis pas limité à définir la philosophie comme une façon de penser, mais je l'ai définie comme un art de vie. C'est-à-dire que la philosophie en soi, c'est simplement cette recherche qu'on a quotidiennement de trouver des solutions pratiques à nos problèmes. C'est toute cette façon de penser
sur des problèmes réels de sa société et ériger une méthodologie de réflexion pour justement trouver des solutions aux problèmes réels de la société. De manière simple, ça veut dire que lorsque tu te réveilles et que tu vis dans un environnement quelconque, la philosophie te permettra justement d'analyser d'abord ton environnement. Et en plus, en outre d'analyser ton environnement, tu essayes de trouver des solutions pratiques aux problèmes de ta société. Sauf que ces problèmes, ces solutions-là, tu ne les trouves pas de n'importe quelle manière. Tu ériges une façon de penser pour qu'à chaque fois que tu as un problème dans ta société, tu peux utiliser cette méthodologie de pensée pour trouver la solution à ton problème. Et c'est ainsi que lorsque une pensée devient de plus en plus populaire, que ça crée toute une philosophie autour de cela, parce que lorsque vous essayez un peu d'étudier la philosophie dans ses débuts, même dans l'Antiquité, avec des grands penseurs comme Socrate, Platon, ce sont des personnes qui en réalité ont fait face à des problèmes réels de leur société. Et en réfléchissant sur comment trouver des solutions à leurs problèmes quotidiens, ils érigent une méthodologie pratique et pragmatique pour y arriver. Et c'est ainsi maintenant que face à nos problèmes contemporains, nos problèmes de société, le responsabilisme de Kim vient justement avec cette méthodologie qui repose sur 3 grands courants philosophiques qui sont le rationalisme, l'empirisme et le stoïcisme. Pourquoi ces courants philosophiques? Parce qu'avec le rationalisme, l'on a la possibilité d'utiliser son cerveau. En fait, le rationalisme fait un peu la promotion de l'intelligence. Ça veut dire trouver des solutions à des problèmes en utilisant son cerveau. Et en outre du cerveau, le responsabilisme vient aussi utiliser tous ses sens. Ça veut dire l'homme, en dehors du cerveau, possède aussi des sens. Il a la vue, il a l'odorat et tous ces sens font partie de son capital expérimental. Ça veut dire qu'il y a certaines solutions, il y a certaines situations qu'on a l'habitude de rencontrer et simplement à travers ces sens, on peut directement le détecter. Et le responsabilisme s'appuie aussi sur l'empirisme couplé par le rationalisme, justement pour faire la promotion de l'intelligence, la promotion de la connaissance approfondie de son milieu et le tout enrobé par le stoïcisme qui est la maîtrise de soi pour trouver des solutions à des problèmes quotidiens. Même pour n'importe quel citoyen, même une maman qui vend du pain au coin de son avenue peut utiliser le responsabilisme pour résoudre ses problèmes. Ça veut dire en étudiant d'abord son milieu, au lieu de faire des choix irréfléchis, elle peut poser des choix, elle peut poser des actes qui viennent des choix très bien réfléchis. Elle étudie son milieu, elle comprend l'organisation de son milieu, elle comprend le fonctionnement de sa société et c'est ainsi qu'elle fait le choix, par exemple, de mettre un certain prix par rapport à certains marchés. Tout cela parce qu'elle recherche justement le bénéfice. Et elle doit comprendre que même en faisant des bons choix, elle est responsable ou bien elle ne maîtrise que ce qui est dans sa portée. Elle ne doit pas oublier cela. Ce qui ne dépend pas d'elle, elle ne peut pas le contrôler. Elle peut toujours contrôler sa réaction. C'est-à-dire, après avoir réfléchi de manière approfondie sur ces problèmes, on trouve des solutions intelligentes et on les applique. C'est un peu ça le responsabilisme de Kim. En quelque sorte, le responsabilisme de Kim veut juste ramener l'homme à la réflexion, c'est-à-dire... À la réflexion intense. Intense, mais aussi à l'éducation. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend qu'à l'école, d'où il faudrait qu'il y ait... en fait, moi, je vais juste voir l'éducation dans le sens où il faut éduquer la population afin qu'ils aient une certaine information dans plusieurs domaines, afin de pouvoir arriver à trouver des solutions à leurs problèmes. Je ne sais pas si j'ai dit faux. Et en quelque sorte, c'est que l'homme doit réfléchir sur ses problèmes ou bien face à une sorte de difficulté, il doit faire fonctionner son cerveau, ses capacités pour arriver à une solution adéquate. Ok, justement, tu viens vraiment petit à petit épouser
cet élan de pensée parce que dans mon élan de pensée, je fais vraiment la promotion de l'intelligence, de la réflexion. Ça veut dire que l'homme quitte le niveau impulsif pour épouser le niveau de la réflexion. Même lorsqu'il faut poser le moindre acte de la journée, il faut d'abord y réfléchir, anticiper et poser des bons actes. Et lorsque vous parlez d'éducation, c'est très important parce que vous savez, j'ai toujours tendance à dire que le penseur, c'est cet être capable d'émettre un avis sur tous les aspects de la vie. Parce que le penseur, c'est cette personne qui est capable de sortir de la scène, observer la scène, en déceler les problèmes et revenir pour proposer des solutions. Et tout le monde a cette capacité d'être penseur dans sa société. Tout le monde. Ça veut dire du moment où tu peux sortir de toi pour observer la société qui t'environne, ça veut dire te considérer aussi comme acteur de la scène, trouver les failles de la scène et revenir pour proposer des solutions. C'est très important. Alors, au niveau de l'éducation, le responsabilisme de Kim, comme je l'ai dit bien avant, dans l'application sociale du responsabilisme, j'opère, comme je l'ai dit, une division bidimensionnelle de la responsabilité. C'est-à-dire, il y a d'abord la responsabilité au niveau individuel et la responsabilité au niveau collectif. L'éducation nationale ou l'éducation dans son aspect national revient dans ce plan collectif de la responsabilité. Et dans mon essai philosophique, j'essaie justement de parler de manière métaphorique de la responsabilité sur le plan collectif en utilisant un théorème que j'intitule les théorèmes de la famille parfaite. Ah, ok. D'ailleurs, c'est ce que j'allais aussi aborder par rapport... en fait, c'est la question qui devait arriver, quoi. Vous parlez également, vous développez ces concepts pédagogiques appelés théorèmes de la famille parfaite pour illustrer ta philosophie, évidemment. En fait, peux-tu nous expliquer ce qu'il représente, en fait, cet théorème? Ok, c'est vraiment une très belle question. Parce que vous savez, à l'instar de plusieurs penseurs, les penseurs ont souvent l'habitude d'illustrer certaines idées de sa pensée à travers des métaphores pour justement poser un peu des concepts qui accompagnent sa pensée. Et je n'ai pas fait exception parce que dans mon élan de pensée, dans cet essai, je développe ce que j'appelle le théorème de la famille parfaite. Pour appréhender pleinement le théorème de la famille parfaite, il est nécessaire de replacer au préalable la division bidimensionnelle de la responsabilité dans son application sociale au niveau collectif. Et à ce stade, la responsabilité ne se limite plus à l'individu de manière isolée, mais revêt un caractère organisationnel. Ok. Donc, on voit l'organisation de la société. Ce que je dirais, j'estime que s'il y a des politologues qui me suivent, pourront renchérir, mais je ne pense pas qu'ils pourront me contredire. Parce que lorsqu'on doit parler organisation collective, on voit l'organisation de la cité. Et on voit souvent la politique. Et la politique, s'il faut la définir de manière très simple, il faudra revenir d'abord dans son étymologie. La politique qui vient du grec polis, qui veut dire cité. Et les penseurs de cette époque, lorsqu'ils voulaient réfléchir sur comment organiser leur société, ils ont pensé à plusieurs principes et concepts qu'ils ont encloisonnés dans ce concept qu'on appelle la politique. Et pour comprendre la politique de manière plus simple, la politique veut simplement dire l'organisation de la cité, la gestion de la cité. Et pour contextualiser la politique dans notre société actuelle, il faudra comprendre aussi qu'est-ce qu'est la politique dans une république. La politique dans la république, c'est simplement la gestion de la cité par délégation à un groupe d'individus composé des meilleurs individus de la cité
pour s'occuper de la chose publique. D'accord. Là, je nous renvoie même lire La République de Platon. Et s'il faut encore mieux contextualiser la politique dans notre contexte actuel, qui est une république démocratique, la politique dans une république démocratique, c'est la gestion de la cité par délégation à un groupe de personnes composé des meilleurs individus de la société, de la cité, désignés directement ou indirectement par le peuple pour s'occuper de la chose publique. C'est comme ça même que la définition la plus simple de la démocratie est le pouvoir du peuple pour le peuple, par le peuple. Alors, s'il faut maintenant comprendre le concept de la gestion, en tout cas pour les personnes pour les experts en gestion de projet, on a souvent l'habitude de définir la gestion par un acronyme très simple, PESER. P-E-S-E-R, P comme prévoir, E comme élaborer, S comme suivre, E comme évaluer et R comme rapporter. Et dans le commun de mortels, on a souvent défini la gestion comme la prévision. On dit souvent que gérer, c'est prévoir. Alors, pour bien comprendre le concept de la politique dans une République démocratique du Congo, on peut le définir simplement comme la prévision de la cité par délégation à un groupe d'individus composé de meilleurs individus de la cité, désignés directement ou indirectement par le peuple pour s'occuper de la chose publique. Et vous remarquerez que à ce groupe d'individus qui doivent gérer la chose publique, qui doivent s'occuper de la chose publique, on leur investit d'une autorité notoire qu'on appelle le pouvoir public. Et ce pouvoir-là leur permet simplement d'exercer leurs tâches de gestion. Alors, lorsqu'on arrive déjà à comprendre cet aspect de choses en ce qui concerne la politique, et l'on remarque que la responsabilité au niveau collectif repose beaucoup plus sur l'organisation et la gestion de la cité. Et c'est dans ce cadre-là que je développe cette métaphore que j'appelle le théorème de la famille parfaite. C'est ça le théorème de la famille parfaite. Maintenant, s'il faut entrer en profondeur, c'est quoi la famille parfaite? Alors, la famille parfaite, c'est cette famille composée d'un père et d'une mère avec beaucoup d'enfants. La famille parfaite a beaucoup d'enfants et le cadet est un nourrisson dépendant, vulnérable. L'avant-dernier enfant, c'est un adolescent qui représente un peu le nourrisson. Parce que étant très proche du nourrisson, il peut connaître les réalités du nourrisson et il peut être le porte-parole du nourrisson. Dans cette famille qui habite dans une très grande maison, une très grande parcelle, une parcelle délimitée, clôturée, et avec une très belle maison qui est composée de beaucoup de pièces, cette famille parfaite a une unité de production. Ça veut dire ils ont un champ, des bétails, et ils s'organisent. C'est une famille qui essaie de s'organiser. Okay. Un papa très responsable, qui est responsable de tout, qui est assisté par une maman qui coordonne toutes les actions dans la famille et qui essaie au fait d'atteindre la vision du père responsable qui est le développement du nourrisson. Parce que le père responsable voudrait voir le nourrisson se développer aussi comme tous ces autres enfants qui se sont développés. Et là, c'est un peu la dimension structurelle de la famille parfaite. Et si on doit entrer dans la dimension organisationnelle de la famille parfaite, comment s'organise cette famille parfaite? Cette famille parfaite essaye de développer le nourrisson. Alors le père responsable et la mère coordonnatrice regardent parmi tous les enfants. Ils regardent un peu cet enfant qui est fort, qui est loyal. Ils lui disent regarde, toi, tu vas t'occuper du portail. Tu vas t'occuper du portail, de la sécurité de nos limites. De telle sorte qu'aucun voisin n'entre ici parce qu'on doit veiller sur la sécurité du nourrisson. Vous remarquerez que la famille parfaite travaille tous ensemble pour le développement du nourrisson. Cet être qui est vulnérable, qui est dépendant. Alors, les parents responsables qui disent à leur enfant
avec des critères bien réfléchis. Tu vas t'occuper du portail, tu empêcheras à tous les voisins de pénétrer. Et si un voisin doit entrer, ça doit être sur rendez-vous. Et ce rendez-vous, il le prendra avec vous. Il regarde parmi tous les enfants, il regarde cet enfant qui est un peu à l'aise avec les voisins. Ils disent, bah ok, quand un voisin doit venir, ce voisin-là doit d'abord prendre rendez-vous avec tel enfant. Et c'est cet enfant-là qui va annoncer que le voisin doit venir, parce qu'on doit tout le temps veiller sur la sécurité du nourrisson. Alors, ces mêmes parents regarderont encore dans la famille, ils verront un enfant assez fort et très ordonné. Ils lui diront, bah regarde-toi, tu vas t'occuper de l'ordre dans la parcelle. Tu vas maintenir l'ordre dans la parcelle, tu vas veiller à ce que tout le monde fait ses devoirs, que tout le monde fasse ses devoirs, que personne ne prenne la chose de l'autre. Tu vas un peu veiller sur l'ordre. Ces mêmes parents vont prendre un groupe d'enfants qui diront, bah vous allez vous occuper de l'unité de production. Vous allez labourer le champ, vous allez vous occuper du bétail, de telle sorte qu'on ait toujours de quoi manger. Okay. Et ces parents responsables vont donner encore une tâche à un autre enfant qui verront avec les compétences qu'il faut. Ils lui diront, bah toi tu vas t'occuper de renforcer la production de notre unité de production. En fait, vous avez tellement de la matière, je crois que vous écrivez un livre, ou bien c'est déjà fin prêt? Justement, comme je le disais, il s'agit d'un essai philosophique. C'est pas encore un livre. Okay. J'ai l'habitude de le dire. Vous savez, une philosophie ne s'écrit pas. Une philosophie ne se décrète pas. Ok, en fait, c'était par rapport. J'allais juste te dire par rapport à cette pensée-là. Vous avez parlé de la famille parfaite, mais concrètement, qu'est-ce que l'on retient de la famille parfaite? Et c'est quoi la liaison que vous faites de cette famille-là? Parce que vous avez parlé de la politique et tout, mais là, vous parlez de la famille parfaite. Donnez-nous un peu. En fait, dites-nous ce qu'on peut retenir de cette famille-là. Que vous avez expliqué en quelques mots. Oui. Et voilà. C'est une très belle question. C'est parce que peut-être que le temps, il n'y a pas assez de temps pour que je puisse développer ces théorèmes. Parce que dans ce théorème, on retrouve aussi des théories individuelles. Effectivement, on va lire certaines théories dans les livres. Dans mon essai. Okay. Et à quoi fait allusion la famille parfaite? Comme j'ai dit au départ, tout penseur utilise toujours des figures métaphoriques pour exposer un peu sa pensée sur son environnement, sur sa société. Et c'est à travers ce théorème que j'essaie un peu d'exposer ma vision ou mon idée sur la société. Une société, des individus responsables et dans un niveau collectif, travaillent tous ensemble pour le développement et le bien-être de la personne la plus vulnérable de la société. Et c'est dans ce sens-là que le responsabilisme dans sa division sur le plan collectif est facilement compréhensible par ce théorème de la famille parfaite. Ok, je sous-entends les Congos n'est pas une famille parfaite. Il y a tant de choses à dire, mais je ne vais pas vraiment aborder le sens de la politique. Mais je comprends que le plus vulnérable dans mon pays, la RDC, est marginalisé, est négligé, abandonné et tout. Mais je pense qu'au travers de cet élan de pensée, la plupart de ceux qui suivront ces podcasts pourront la voir comme référence pour essayer de corriger certaines façons de voir ou certaines façons de faire, afin d'avoir vraiment cette famille parfaite qui est la RDC, bien le Congo. Justement, vous savez, comme je l'ai dit au départ, un penseur est cette personne qui est capable d'émettre un avis sur tous les aspects de la vie. Un penseur doit être capable de critiquer différents aspects de la vie. Un penseur n'est pas censé tout connaître, mais il est quand même capable d'émettre un avis sur beaucoup d'aspects. Et l'aspect politique dans un pays, c'est un aspect très évident. On ne peut pas faire exception de cet aspect. Et c'est ainsi que moi, en tant que penseur, comme je l'ai même bien défini, la politique dans sa compréhension la plus simple, qui est la gestion de la cité. Alors, j'estime que cette gestion, à travers le responsabilisme, permettra à ce que les responsabilités individuelles
mises ensemble dans un cadre collectif Ok. permettent, euh, permettent à ce que les membres de la société les plus vulnérables soient développés aussi. Ah, d'accord. En fait, parlons un peu philosophie et Dieu. En tant que chercheur en philosophie, quelle est ta position sur l'existence de Dieu? Le responsabilisme de Kim affirme clairement l'existence de Nzambi comme intelligence supérieure à l'origine de toute chose. En fait, pourquoi avoir choisi Zambi? Parce que moi, je comprends, Nzambi veut dire Dieu, au lieu de dire directement Dieu. La réalité, comme je le dis, dans le sens du responsabilisme de Kim, j'admets l'existence d'un être supérieur, créateur de toute chose, de toute forme de vie. J'exploite cette idée aussi à travers un théorème que j'appelle le théorème de la Bugatti. Ah, c'est quoi ce théorème? Là, justement, c'est une très belle question parce que pour bien expliquer ce théorème, qu'est-ce que je dis par le théorème de la Bugatti? Vous connaissez bien sûr la Bugatti, la voiture de sport, Bugatti, la ouais, voiture de sport. de sport, la voiture luxueuse. luxueuse, performante. Voilà. Alors vous remarquerez que Et la Bugatti, c'est parmi le marque le plus cher. les marques les plus chères. Elle est chère pas parce qu'elle est fantaisiste, parce qu'il y a de la performance là-dedans, Ok. parce qu'il y a de l'ingéniosité là-dedans. D'accord. Alors pourquoi ce théorème de la Bugatti? Vous savez, il m'est déjà arrivé de suivre un documentaire sur la Bugatti. Je vous dis, lorsque vous suivez ce documentaire, vous vous retrouvez un peu émerveillé face à l'intelligence de l'homme. La Bugatti est une voiture sportive et luxueuse qui est fabriquée avec beaucoup d'attention. Chaque pièce est minutieusement fabriquée et assemblée pour que cette voiture performe. Et vous remarquerez même que la Bugatti n'est pas simplement une prouesse automobile, mais elle est aussi une prouesse d'ingénierie aérospatiale, parce que dans la construction de la Bugatti, on a fait appel à des ingénieurs d'aérospatiale pour étudier certaines pièces et certaines fonctionnalités de certaines pièces. Donc, ce qui revient à dire que la Bugatti, en tant que voiture super performante, super élaborée, ne peut jamais un jour se dire qu'elle a été créée d'elle-même. Ok. Une Bugatti peut jamais prendre parole et dire « Regardez, je me suis assemblé de moi-même ». Alors, lorsque l'on remarque l'être humain, qui est aussi une prouesse d'intelligence, lorsqu'on regarde le fonctionnement de l'homme, les organes, l'organisme humain, l'on remarque aussi une sorte d'intelligence supérieure qui a créé cet homme. Et c'est ainsi qu'en tant que penseur, je reconnais parfaitement qu'au-delà de ce monde visible que nous voyons, il existe un monde plus grand et un être plus grand qui a créé l'homme. Et de manière, juste pour faire rire aussi, je pense que cette théorie, ce théorème de la Bugatti ouvre un tout petit peu une brèche dans ces théories d'existence de monde de vie extraterrestre. Parce que lorsque vous remarquez la Bugatti... Comme Barack Obama l'a affirmé. Oui, parce que lorsque vous remarquez la Bugatti, c'est une voiture performante et luxueuse, mais vous remarquerez que l'homme n'a pas construit qu'une seule voiture de ce genre. Il existe la Ferrari, il existe la Lamborghini, il existe de voitures qui sont encore plus performantes. Alors je me dis, s'il y a un être qui a créé l'homme avec toutes ses performances, pourquoi nous allons limiter cet être qu'a créé l'homme? C'est juste une brèche que j'ouvre rapidement et que je referme parce que je ne veux pas tomber dans des théories. D'accord, en fait, ça c'est selon les statistiques que j'ai lues avant de vous recevoir, c'est que les philosophes du 19e siècle, la plupart des philosophes du 19e siècle ne reconnaissaient pas l'existence des dieux, c'est-à-dire la plupart étaient des athées. Mais ce qui est constaté, c'est que le philosophe du 20e, 21e siècle reconnaissent au moins l'existence de Dieu. Mais dites-nous un peu, le responsabilisme de qui affirme-t-il la foi ou adopte-t-il une posture critique ou neutre? Bon, vous savez, le responsabilisme de Kim se fonde
sur le rationalisme, l'empirisme et le stoïcisme. Ça veut dire que il faut toujours faire la promotion de l'intelligence, de la réflexion. Il faut réfléchir sur son environnement. Et lorsque une personne qui dit avoir assez réfléchi sur son environnement et choisit en toute responsabilité de croire en ce qu'il croit, je pense que même le responsabilisme, par son fondement qui est le stoïcisme, admet que les autres posent des actes qu'on ne peut pas maîtriser. Que les autres posent des actes qui sortent de notre champ de maîtrise. Et il faut l'accepter que chacun a le droit de croire en ce qu'il pense être vrai. Ok. En fait, parlons un peu de genre littéraire en nous quittant la religion, la foi, parce qu'il y a tant de choses à dire. Ouais. Mais là, on veut maintenant essayer de parler de genre littéraire. Ton ouvrage s'intitule Traité sur le responsabilisme de Kim. Pourquoi avoir choisi le terme traité? D'abord, il faut pas faire cet amalgame entre l'intitulé de mon essai philosophique et sa nature littéraire. La nature littéraire de cet ouvrage, c'est un essai. C'est un essai justement parce que je propose une réflexion personnelle, j'argumente de manière rationnelle, et je dialogue avec d'autres pensées. Comme vous voyez, je parle du rationalisme, j'exploite l'empirisme, j'exploite le stoïcisme, et en dernière position, j'essaie de me nourrir de toutes ces pensées pour proposer, pour transformer ma société. Donc, elle n'est pas un traité dans le sens pur, dans le sens littéraire, c'est un essai philosophique. Ok, relève-t-il davantage du traité philosophique, de l'essai ou d'un genre hybride? Alors, comme je l'ai dit, il s'agit d'un essai en philosophie, et le mot qui porte un peu confusion, c'est traité. Pourquoi j'ai utilisé ce terme-là, traité sur le responsabilisme de Kim? Alors, le traité ici est employé dans son sens figuré. Okay. Le sens figuré qui veut dire un pacte intellectuel, un accord tacite entre lecteur et penseur. Donc, je veux simplement qu'à travers cet ouvrage ou bien cet élan de pensée, que les gens s'engagent envers le responsabilisme. Ça veut dire en lisant cet essai philosophique, que le lecteur puisse signer un pacte avec la responsabilité. Ok. Ça veut dire que en pénétrant mon élan de pensée, que l'on devient transformé par cet élan de pensée, que l'on pose chaque action en connaissance de cause, en réfléchissant profondément, en anticipant les conséquences et en agissant de la meilleure de manière. Ok. En fait, on peut aller un peu vite parce que le temps va vite aussi. En fait, parlons un peu perspective. Quelles sont les ambitions pour ces courants philosophiques dans l'avenir? Vous pouvez répondre en quelques mots? Oui, justement, comme tout penseur, j'aimerais beaucoup que ce courant puisse voyager à travers ma société, que toute personne qui serait en contact avec cette façon de penser puisse vraiment l'adopter, de telle sorte de transformer la vie de notre société en posant des actes responsables au niveau de leur choix, non seulement à l'après-l'acte, mais au niveau vraiment du choix. Mais comment souhaites-tu qu'il puisse influencer la société et les mentalités? En l'approchant, en l'adoptant, en l'appliquant, en réfléchissant beaucoup plus sur ce qu'on veut faire avant de le faire. Et c'est ainsi que vous allez remarquer que de fil en aiguille, cette façon de penser aura des répercussions dans la société. Vous remarquerez que les personnes poseront des actes plus réfléchis et s'éloigneront de l'impulsivité, et qui est vraiment le combat contre lequel
le responsabilisme s'engage à combattre l'impulsivité, l'irresponsabilité et promouvoir l'intelligence et la réflexion. Ah, d'accord. En fait, on peut parler maintenant de projets futurs. C'est que tu as beaucoup de projets et as-tu d'autres projets littéraires, philosophiques en préparation? Bah, en tout cas, ça tombe bien parce qu'en dehors de cet essai philosophique, le traité sur le responsabilisme de Kim, qui est encore en chantier, Et- j'ai aussi un projet de roman et un autre projet d'un livre historico-politique. Et par la même occasion, je profite pour inviter toutes ces personnes ambitieuses qui voudront m'accompagner dans ces démarches, de bien vouloir me contacter à travers toi, si se sentent prêts à m'accompagner dans cette aventure, dans cette belle aventure littéraire. Ok, je pense qu'il y aura le lien, il y aura tous les liens possibles pour atteindre les philosophes. David qui vous dit. Mais avant de chuter ou bien d'éclore ces podcasts, j'aimerais essayer de vous. En fait, j'aimerais vous poser une question. Parce que actuellement, nous avons aussi un courant de jeunes, bon, je sais pas, de jeunes qui veulent qui refutent un peu la pensée occidentale, la manière de réfléchir un peu plus occidentale. Ils veulent vraiment appliquer ou bien développer des pensées un peu plus africaines et de manière un peu plus africaine pour essayer de résoudre les problèmes africains. Merci Christian, c'est d'ailleurs une très belle question parce que elle va aussi me permettre de chuter dans mes propos. Ok. Mais avant d'y répondre, je commencerai d'abord par te dire que ce fut un réel plaisir de partager ce moment avec toi et Le plaisir est oui, partagé. cette occasion que tu m'as donnée de discuter autour de cet élan de pensée Ok. que je prône à travers mon essai philosophique, le traité sur le responsabilisme de Kim. Ok. Et par la même occasion, j'en profite pour te jeter des fleurs, hein, pour Ok. ces beaux cadres que tu mets à la disposition de tes congénères, pour Effectivement, discuter à propos des sujets réels de la société. Et vraiment. pour cela, je ne manquerai pas non plus de remercier ces personnes qui nous ont suivis, qui se sont donné la peine de nous suivre durant ce numéro. Et pour conclure, je dirais, pour répondre justement à ta question, je dirais que, comme j'ai l'habitude de le dire toujours, une philosophie ne s'écrit pas. Une philosophie ne se décrète pas. Une Ok. philosophie se construit. Une philosophie se nourrit par les échanges. Une philosophie se heurte à des idées pour faire jaillir la lumière et ainsi petit à petit s'adopter par la société et devenir toute une façon de penser d'une société. Ok. C'est dans ce sens-là que je l'avais même dit bien avant que cet essai philosophique est encore un chantier. C'est comme ça que j'ai invité toutes ces maisons d'édition ambitieuses qui aimeraient m'accompagner Ok. dans l'achèvement de cet ouvrage. Par la même occasion, je dirais à ceux qui nous suivent que je reste très disponible et disposé pour approfondir les échanges autour de ce courant ou bien de cet élan de pensée que je trouve être bénéfique pour notre société, surtout lorsque l'on en fait le diagnostic. Il est important de replacer la responsabilité au niveau du processus décisionnel de choix Ok. que simplement à l'assomption des actes. Et c'est pratiquement par ces mots que je clôt mes propos. Merci, Strong. Vraiment, ce fut un réel plaisir de te recevoir sur notre podcast Expérience. Et je crois que ceux qui ont suivi ces podcasts, bon, ils ont retenu beaucoup de choses sur le responsabilisme de Kim. Je pense il y aura tout le détail sur ses coordonnées dans la description. Il est également scotché sur les réseaux sociaux et vous allez le suivre sur ses pages personnelles pour avoir un peu plus de détails et poser d'autres questions. Je pense que ça irait mieux parce que
C'est un courant qu'il est en train de lancer. C'est très important de comprendre beaucoup d'éléments. Il a beaucoup à dire, mais le temps nous a vraiment fait défaut pour tout étaler. Et je crois que et même les maisons d'édition qui nous suivent, ils ont un marché, hein. Il veut une maison d'édition sérieuse pour publier le traité sur le responsabilisme de Kim. Et nous sommes vraiment à la fin, mais avant de chuter, j'aimerais à ce que vous puissiez faire un geste simple. Abonnez-vous, likez et puis partagez. Et en fait, si vous le faites, si vous partagez ou vous vous abonnez, cela va nous permettre d'avoir de plus en plus des invités de qualité parce que c'est un soutien que vous apportez à la chaîne Expérience. Plus vous êtes nombreux, plus nous aurons des invités de qualité pour partager beaucoup de sujets. Il y a tant de sujets. Et je pense aussi que notre invité David reviendra pour nous parler de son ouvrage bientôt. Voilà. Merci, à très bientôt. Bye.